Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, l'ouverture ce jour du procès Roukia. L'affaire remonte à 2011 et pour en parler avec nous, Maître Nadim Hamada, avocat à la Cour. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'avocat de l'un des principaux mis en cause, Frédéric Blondel. On a vu ce procès était très attendu. On verra particulièrement avec vous ce qu'il en est de ce dispositif assez particulier qui a été mis en place pour ce procès tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de cette nouvelle victoire de la CFAV dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aujourd'hui qu'ont été inaugurés les premiers locaux d'accueil de jour. On verra cela tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 23 novembre. Après 5 ans d'instruction, la lumière va être faite sur la culpabilité des uns et des autres dans la mort de Roukia Soundi. Si la plupart des accusés étaient présents dès 14h pour l'ouverture des audiences, Mathias Belmer, le principal prévenu, manquait à l'appel. Toutes les explications sur cette première journée de procès dans votre journal. L'INSEE a dévoilé les chiffres du produit intérieur brut par habitant en 2012. L'occasion de faire un comparatif avec 2005 et 2011 et d'apporter des précisions importantes sur la croissance du département et le bilan suite aux événements de la grève contre la vie chère. La mairie de Dzaoudzi l'Abattoir a organisé ce dimanche une journée de sensibilisation à l'environnement. Un événement intitulé « Nos déchets d'ici et d'ailleurs nous préoccupent » et présenté de manière artistique qui a su rassembler large. Reportage à la fin de cette édition. Le 15 janvier 2016, cela fera 5 ans que la jeune Roukia a été retrouvée morte sur une plage de Trévani. 5 longues années d'instruction pour arriver au procès qui va avoir défilé à la barre tous les accusés. Mathias Belmer, Frédéric Blondel, Daniel Papa ou encore Jérémy Bouclé. Tous vont être entendus. Retour sur l'histoire de Roukia dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Le 15 janvier 2011, le corps de Roukia Soundi, 19 ans, était retrouvé couvert de feuilles et de branchages sur une plage de Trévani. Morte d'une overdose d'héroïne, il aura fallu 5 ans d'instruction pour que le procès arrive enfin au tribunal correctionnel. L'enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie avait rapidement mis en cause Mathias Belmer, toxicomane notoire et petit ami de la victime. Il avouera avoir découvert à son réveil le 14 janvier Roukia sans vie. La soirée de la veille avait été agitée avec une consommation de drogue qui était censée être de la cocaïne. Connu des forces de l'ordre pour sa toxicomanie, Mathias Belmer avait alors pris peur et décidé d'enterrer le cadavre enveloppé dans du film plastique sur une plage à l'aide de son employeur Frédéric Blondel. Accusé d'homicide involontaire, trafic de stupéfiants et destruction de preuves, il avait tenté d'effacer les traces du décès et de faire disparaître le corps. Frédéric Blondel comparaîtra pour recel de cadavres ayant aidé ce dernier à transporter la dépouille. L'affaire avait pris une tournure étrange quand le juge Hakim Karki, chargé de l'instruction, décida d'auditionner 4 membres du groupement d'intervention régional. Une intrusion maladroite demandant l'annulation de ces interrogatoires du général Weschambre, patron des gendarmes outre-mer, pas plus que les tentatives de dépaysement du dossier initié par le colonel Bourgerie, tête de la gendarmerie locale, n'aboutiront. En effet, 3 gendarmes et un policier sont suspectés d'avoir mis en circulation de la drogue à Mayotte. Une drogue qu'aurait pu consommer la jeune victime et provoquer son décès. L'affaire prenait ainsi une drôle de tournure et le juge avait convoqué les 4 membres du GIR pour une audition programmée le 27 juillet 2011. Le procureur général réunionnais Denis Robert Charero confiait à l'époque en direct sur Kwesi FM que les 4 membres du groupement d'intervention régionale avaient avoué avoir introduit de la drogue dure à Mayotte. Ils comparaîtront pour trafic de stupéfiants et homicide involontaire, des faits passibles de 10 ans d'emprisonnement. Des témoins assistés seront également appelés à la barre et Mansour Kamardine, avocat de la famille de Roukia, pourrait demander à faire citer le magistrat instructeur Hakim Karki, tout comme l'ancien procureur de la République Philippe Fezandier. Au total, 8 prévenus seront présentés à la barre, tandis que 3 témoins assistés devront également répondre aux questions des juges. Les audiences commencent aujourd'hui et vont se poursuivre toute la semaine qui s'annonce d'ores et déjà très éprouvante pour les proches de la jeune fille. Et comme prévu, le procès a bien débuté à 14h. Les premières audiences ont été perturbées par l'absence du principal accusé, en la personne de Mathias Belmer. En effet, ce dernier ne s'est pas présenté, invoquant le fait qu'il n'avait pas les moyens de payer un billet d'avion pour se rendre de La Réunion à Mayotte. Le procureur a donc décidé de délivrer un mandat d'amener à l'encontre de Mathias Belmer afin qu'il soit présent dès demain. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné.
La famille de Roukia est venue en nombre assister au débat. Les membres du GIR étaient eux aussi tous présents, ainsi que Gérard Gauthier, l'ancien patron du groupement d'intervention régional. Mathias Belmer, quant à lui, n'était pas là, même s'il était représenté par son nouvel avocat commis d'office dans la matinée, maître Charles Simon, comme nous l'explique le bâtonnier Nadjim Hamada. C'est un procès assez historique qui s'ouvre aujourd'hui, puisque c'est la plus longue instruction qu'il y a eu dans ce tribunal. De mémoire, je suis arrivé en 2007. Et effectivement, au bout de 5 ans, on va voir enfin la vérité éclater. La vérité sur le décès de Roukia, la vérité sur ce produit qu'elle a inhalé et qu'il a emporté malheureusement. Et donc les responsabilités vont être dégagées a priori. Seul bémol, c'est qu'une des personnes, la principale intéressée dans ce procès, c'est-à-dire M. Belmer, n'est pas là. Donc j'ai déjà averti les autorités j'ai demandé à ce que le procureur lance un mandat d'amener pour qu'il soit interpellé et ramené à Mayotte demain ou après-demain pour qu'il soit jugé au même titre que tout le monde, toutes les personnes qui sont prévenues aujourd'hui. Autre absence de poids, celle de Saïd Hamada MZ, accusé d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession, d'usage de produits stupéfiants et d'homicide involontaire. Son avocat présent pour le représenter explique que son client n'a pu se rendre à Mayotte pour des raisons financières, mais que les audiences peuvent très bien se tenir sans lui. Écoutez, l'affaire pourrait être examinée et la procédure suivie sans la présence de mon client, puisque la justice peut estimer que les auditions qu'il a faites sont suffisantes pour comprendre son rôle et établir éventuellement sa responsabilité dans cette affaire. Mais nous le regrettons vivement, et lui en premier lieu, puisqu'il aurait bien voulu être présent et puis dire ce qu'il connaît de cette affaire, le tenant et les aboutissants des responsabilités des uns et des autres. Si l'absence d'Hamada MZ n'a pas bouleversé les audiences du jour, celle de Mathias Belmer pose en revanche problème. En effet, le principal accusé devait être entendu en premier et son absence a changé le programme du président du tribunal. Mathias Belmer fait néanmoins l'objet d'un mandat d'amener, ce qui autorise la gendarmerie à l'arrêter. Quant à un report éventuel du procès, le bâtonnier en refuse toute idée. C'est la personne qui centralise un peu toutes les infractions, puisque de lui est parti l'homicide involontaire, de lui est parti le trafic de stupéfiants mettant en cause des gendarmes du GIR, ainsi de suite. Donc effectivement, c'est la surprise. Est-ce que j'ai entendu que le conseil de Mathias Belmer, que j'ai dû désigner aujourd'hui au dernier moment, puisque Mathias a indiqué ce matin à mon cabinet qu'il avait besoin d'un avocat parce qu'il n'avait plus d'avocat, j'ai dû désigner en catastrophe un avocat qui a accepté au pied levé de venir le défendre. Est-ce qu'il y aura une demande de renvoi? Est-ce que le tribunal va accéder à cette demande de renvoi? Donc on ne sait pas. En tout état de cause, on va s'y opposer puisque ça faisait 5 ans qu'on attendait cela. On ne va pas se laisser avoir par une demande au dernier moment de renvoi de la part de M. Belmer. Les membres du groupement d'intervention étaient eux bien présents, notamment Daniel Papa et Jérémy Bouclet, tous deux accusés entre autres d'homicide involontaire, un chef d'accusation contre lequel leur avocat souhaite se battre. 5 ans d'instruction, j'allais dire on y est enfin. Après une instruction houleuse qui a connu des rebondissements mais qui en définitive n'a pas montré grand-chose. Donc c'est un dossier à mon avis où la version qui est celle de Daniel Papa et de Jérémy Bouclet est crédible et n'est démentie en rien. Ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour détention de stupéfiants et surtout pour homicide involontaire. Ce deuxième délit ne m'apparaît absolument pas constitué et c'est bien sûr là-dessus que nous défendrons pied à pied. Les audiences du jour se sont terminées vers 18h, tandis que demain, Mathias Belmer est attendu dans la matinée pour être entendu en début d'après-midi, sauf rebondissement. Alors je me tourne vers vous, Maître Nadjim Hamada. Donc vous défendez Madame Dominique Blondel. Frédéric Blondel, excusez-moi. Et on a vu un dispositif très particulier. Plusieurs jours d'audience, ça va durer quand même quelques temps et c'est quand même assez lourd. Pourquoi un tel dispositif pour ce procès? Parce que le procès s'y prête. Bonsoir déjà. Le procès s'y prête. Pourquoi? Puisqu'on a pas moins de 7 prévenus, personnes qui sont renvoyées pour être jugées. Et effectivement, pour toutes les interroger, il faudra quand même 5 jours d'audience, d'une part, et puis il y a au moins 5 avocats pour les défendre, sans compter les parties civiles, qui ont 2 avocats, et le procureur également.
il y aura des débats, des questions qui vont être posées par le tribunal, les assesseurs, le procureur, la partie civile, ainsi que les avocats. Donc ça méritait effectivement 5 jours d'audience parce que c'est un procès qui ne pouvait pas aller vite. Il y avait besoin d'avoir du temps pour répondre à toutes les questions. D'ailleurs, il est prévu d'entendre des experts, notamment la personne qui a fait l'autopsie, la personne qui a fait l'examen toxicologique de Roukia. Et donc, effectivement, 5 jours, ce n'est pas un dispositif spécifique pour ce procès-là, c'est que le procès s'y prêtait. On ne peut pas le traiter en une journée, sinon on serait encore là à l'audience. À 18h, on a fini en ayant entendu 2 personnes. Effectivement, ça a été chamboulé parce que ce n'étaient pas ces personnes-là qui étaient prévues à la base, mais comme le sujet l'a indiqué, c'était M. Belmer. Mais en tout état de cause, le tribunal a pris acte de son absence, a pris ses dispositions pour le faire venir. Effectivement, un mandat d'amener a été lancé contre lui et contre un autre prévenu qui ne s'est pas présenté. Et a priori, si la gendarmerie fait bien son travail, ils seront là demain par le premier vol d'Air Austral. Alors, on se dit, ça fait 5 ans qu'on attend ce procès. Comment est-il possible que le principal accusé ne soit pas présent? C'est la question que beaucoup se posent. Je dirais que c'est un peu la justice qui ne fait pas totalement son travail, mais en même temps, elle est démunie. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont renvoyées à La Réunion sous contrôle judiciaire avec interdiction de revenir à Mayotte. Sauf que ces personnes-là, notamment les 2 qui sont absentes, ne trouvent pas de travail, sont dans le dénuement total et effectivement, ils ont indiqué qu'ils n'ont pas les moyens financièrement de venir à Mayotte. Donc le tribunal ne peut pas, ou l'État, la justice ne peut pas leur payer un billet, sauf lancer un mandat d'amener. Et là, effectivement, par la contrainte, on va les amener de force à Mayotte. Donc effectivement, ils n'ont pas, d'après ce qu'ils disent, mais je veux bien y croire parce qu'une des personnes défendues par Maître Larifou, effectivement, n'a pas de travail, est hébergée dans des foyers et effectivement, aujourd'hui, sauf à demander à ce que la famille l'aide, qui est aussi dans le dénuement total, il ne pouvait pas être présent. Alors, demain, il est censé être là. Alors, comment vont reprendre les audiences? Ce qui est prévu demain, c'est que on va interroger sans doute 2 autres prévenus. Je pense aux gendarmes qui sont présents, et heureusement qu'ils sont présents. Malheureusement, il y en a un qui a pu y échapper, si je puis dire, à l'instruction, puisqu'il va être entendu en tant que témoin, au lieu d'être prévenu, sans citer de nom. Et puis Mathias Belmer, puisque ça c'est la question, la réponse qui vous intéresse, et il est prévu qu'il soit entendu mercredi. Mercredi, pourquoi? Pour laisser le temps à son avocat, effectivement, de prendre connaissance du dossier, pour laisser le temps de s'entretenir avec son avocat, parce que comme la rappelle également votre sujet, c'est que j'ai dû, en catastrophe, vraiment, au pied levé ce matin, à 11h05 exactement, désigner un avocat pour venir le défendre, puisque celui-ci n'avait pas de conseil, n'avait pas d'avocat, et on craignait, il y avait la crainte à ce que, puisqu'il n'est pas là, non représenté, que l'affaire soit tout simplement renvoyée. Au bout de 5 ans d'instruction, c'était inimaginable. Merci beaucoup, Maître Nadjim Hamada. Je rappelle, vous êtes l'avocat de Madame Frédérique Blondel. Merci. Et ce matin, à l'INSEE tenait une conférence de presse afin de dresser le bilan de l'activité économique en 2012 à Mayotte. Un bilan réalisé au travers de l'évaluation du produit intérieur brut, le PIB. Plusieurs angles ont été abordés, le PIB et ses composantes, les contributions à l'évolution, la richesse par habitant ou encore le positionnement de Mayotte dans la zone océan Indien. Autant de chiffres importants pour comprendre l'évolution de l'économie mahoraise. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimley. Si l'économie de Mayotte reste dynamique en 2012, plus 6,8%, sa croissance est inférieure à celle enregistrée entre 2005 et 2011, plus 8,7% en moyenne annuelle. Le produit intérieur brut PIB mahorais s'établit désormais à 1,7 milliard d'euros. Le PIB par habitant augmente, passant de 7 630 euros en 2011 à 7 940 euros en 2012, soit plus 4%. Il reste cependant très éloigné des autres régions françaises, 31 100 euros par habitant en France métropolitaine et 19 400 euros dans les autres DOM. Il est par contre 13 fois plus important que celui des Comores et 23 fois supérieur à celui de Madagascar. Ce matin, nous avons tenu une conférence de presse pour diffuser les résultats du PIB 2012. Et l'intérêt propre, c'était de voir comment avait évolué l'économie en 2012, juste après les conflits sociaux qui ont marqué l'année 2011.
La croissance a ralenti de manière significative entre 2011 et 2012, une donnée sans nul doute liée au mouvement de grève contre la vie chère, mais aussi à la crise au niveau national. Si on regarde au niveau peut-être du pouvoir d'achat, qui est ce qui intéresse les gens, le pouvoir d'achat est stable. Entre 2011 et 2012, il y a une stabilité du pouvoir d'achat, enfin une augmentation exactement de 0,5%, à comparer aux 35% d'augmentation de pouvoir d'achat effectif, donc en tenant compte de l'inflation individuelle, en tenant compte de l'évolution démographique, où il était de 35% entre 2005 et 2011, soit une croissance de 5% par an de ce pouvoir d'achat individuel. Il faut aussi se rappeler que c'était quand même un contexte national assez difficile, puisqu'au niveau national, le pouvoir d'achat avait diminué de 1,3% entre 2011 et 2012, ce qui correspond à la pire année depuis 1984 en termes d'évolution du pouvoir d'achat individuel au niveau national. Cette conférence de presse a aussi permis d'évoquer le fait que la consommation des ménages reste le principal moteur de croissance, tandis que le secteur privé progresse mais pèse toujours peu dans l'économie mahoraise. Des chiffres qu'il conviendrait, cela dit, de remettre au goût du jour prochainement. On peut considérer que Mayotte progresse de manière générale. Alors un petit point de vigilance, on n'a que 3 points de comparaison au jour d'aujourd'hui à méthodologie constante, 2005, 2011 et 2012. Donc il convient d'attendre un petit peu les années futures pour définir un peu le modèle économique qui se mettra en place. Définir le modèle économique du 101e département, voilà l'objectif des études menées régulièrement par l'INSEE. Des études toujours très instructives qui montrent bien le chemin qu'il reste à parcourir à Mayotte pour rattraper nos homologues de France et de Navarre. Et dans le cadre du projet communal Dzaoudi Propre Ville Verte, la mairie a organisé ce dimanche une journée de sensibilisation à l'environnement en partenariat avec plusieurs associations. Présenté sous forme artistique et intitulé « Nos déchets d'ici et d'ailleurs nous préoccupent », le projet a rassemblé un public intergénérationnel avec pour objectif principal de passer des messages forts pour la préservation de l'environnement. Et si l'événement a été couronné de succès, c'est également grâce à Amna Salim Moukou, stagiaire à la mairie de Dzaoudi Labatoire depuis 3 mois. On regarde ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Spectacle de chant et de danse pour rappeler l'importance de ramasser nos déchets et de préserver notre environnement. C'est ainsi qu'a débuté l'événement avec les 10-15 qui ont donné de la voix en interprétant ce morceau intitulé Oulanga, une chanson qui incite la population à s'engager en faveur du tri sélectif et à ne pas jeter leurs déchets n'importe où. On vient de descendre sur scène, on est venu ici voilà, pour chanter le son Oulanga, pour passer le message. Voilà, l'environnement c'est notre avenir, donc voilà, soyons tous concernés, voilà. Plusieurs associations de la commune ont été invitées par l'association organisatrice de l'événement Bambou Chouma 976, dont les membres et bénévoles ont contribué à l'organisation de cette journée d'animation. Invitée par les organisateurs, l'association Urengeleza Oulanga a également souhaité s'exprimer, l'occasion de se faire connaître et de montrer son engagement tout en tentant de faire prendre conscience qu'il faut que chacun se prenne en main concernant la question des déchets. Nous le savons tous, le XXe siècle, c'est le siècle où il faut nous prendre en main et protéger la nature. Notre association a été créée à la Vigie, particulièrement ce quartier parce que notre quartier malheureusement n'est pas l'un des plus beaux quartiers de Mayotte. Et il est insalubre et nous avons pris l'initiative avec les membres fondateurs de nous prendre en main et de nettoyer notre quartier. Parce que malheureusement les acteurs locaux sont lents et nous voulons contribuer avec eux. Ainsi, dans le cadre de l'intercommunalité, les 2 communes Dzaoudi Labatoire ont mutualisé leurs moyens dans la gestion des déchets. Plus d'une vingtaine de jeunes ont participé hors cadre scolaire à l'action « Nos déchets d'ici et d'ailleurs nous préoccupent ». Une partie de ces jeunes sont élèves en classe de maternelle moyen section. Et en fin de stage, Amna Salim Moukou, stagiaire à la mairie de Dzaoudi Labatoire, a clôturé l'événement. Elle qui est l'initiatrice de cette journée de sensibilisation. J'ai initié l'action « Nos déchets d'ici et d'ailleurs nous préoccupent » qui se réalise aujourd'hui dans le but de rassembler les jeunes et de partager avec eux ce que j'ai appris en métropole. Donc j'ai fait une formation en licence professionnelle coordination de projets en éducation, à l'environnement et au développement durable. Et donc les suites pour ce projet, que les associations puissent travailler ensemble, développer une mise en réseau d'acteurs,
par rapport au niveau des associations qui se trouvent, que ce soit au niveau de l'abattoir de Pamandzi, par rapport à l'intercommunalité, mais aussi sur l'ensemble de Mayotte. Plusieurs commerçants et certains services de la mairie, comme le service technique et culturel, ont contribué à l'organisation de cette journée. L'association organisatrice Mbabou Chouma 976, très active en Petite Terre, promet d'ores et déjà de mettre en place une action environnementale prochainement. Après la remise des diplômes d'honneur, c'est une nouvelle fois en musique et en danse que cette journée s'est terminée. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 23 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Selon un récent sondage publié en métropole, Alain Juppé serait l'un des hommes politiques jugés présidentiables par les Français. S'il n'est pas encore au pouvoir, il s'intéresse à la situation mahoraise, notamment en matière de pression migratoire. Le 6 novembre dernier, au lendemain d'un naufrage de Kwassa meurtrier, l'élu aurait interpellé la préfecture du département. Au regard du bilan dramatique, il interroge sur les mesures d'urgence prises par l'État au regard de la protection des mineurs ou de surveillance en mer comme d'accueil. Aucune communication publique n'ayant été faite sur ces sujets. L'ignorance semble être aussi de mise localement à tel point que les personnels hospitaliers ne traitent plus que les urgences, délaissant les consultations et le suivi des patients pour cause de charges de travail trop importantes. Les interpellations en mer n'ont pas beaucoup évolué, pas plus que la protection des mineurs, si ce n'est une bonne volonté affichée par le conseil départemental de s'attaquer au problème des mineurs isolés. Le nouveau centre de rétention administrative est déjà saturé. Quant à la situation aux Comores, elle ne cesse de se dégrader. Alain Juppé est aujourd'hui l'un des seuls politiques de stature nationale à s'être penché sur la question de Mayotte. Une mission de préparation à la transposition du Code du travail conduite par Dominique Ledem sera sur le territoire du 2 au 11 décembre prochain. Thierry Gallarme, président du MEDEF Mayotte, a rencontré le haut fonctionnaire la semaine dernière et a annoncé quelques bonnes nouvelles. Plusieurs ordonnances et décrets sont en cours d'élaboration, de l'extension de l'assurance garantie des salaires au ticket restaurant ou de l'aide à l'embauche au dispositif adulte relais. L'aide à l'embauche du premier salarié n'est pas oubliée, pas plus que l'instauration du travail intérimaire. La création d'une zone franche qui n'est pas de compétence du ministère du Travail n'a pas été évoquée lors de cette rencontre, même si elle a été présentée au ministère de l'Outre-mer. Toutefois, le contrat adulte relais est important et il permettra à des personnes éloignées de l'emploi d'assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité dans le cadre d'un contrat d'insertion. Préparer l'avenir, c'est s'occuper des enfants. Le thème lancé cette année par le défenseur des droits Jacques Toubon a inspiré l'association Village d'Eva qui a remporté le prix spécial du jury dans le cadre de la journée des droits de l'enfant. Le docteur Hariba a reçu le trophée des mains de Jacques Toubon. Il s'agit d'une magnifique reconnaissance pour cette association qui chaque jour réalise un travail extraordinaire à Mayotte. EVA est l'acronyme d'échelle visuelle analogique. Allant de 0 à 10, elle permet d'évaluer la souffrance des patients lors des soins médicaux. Cet acronyme a été repris par les fondateurs pour évaluer la souffrance des enfants à Mayotte dans le but d'y remédier. L'objet de l'association est l'aide aux enfants de la rue, abandonnés ou non par l'organisation de toutes activités qui permettent l'insertion du jeune dans la communauté, le retour à l'école, le parrainage, le retour vers ses parents ou vers les centres spécialisés, la récolte et la levée des fonds, l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue en général. Et enfin, l'ACFAG inauguré cet après-midi et les premiers locaux d'accueil des femmes victimes de violences. L'événement s'est tenu en présence du sous-préfet en charge de la cohésion sociale et du vice-président en charge de l'action sociale du département. Les partenaires venus nombreux pour ce moment important ont pu assister à l'ouverture officielle de cet accueil de jour qui renforce le travail accompli par l'ACFAG depuis près de 30 ans. Plus de 30 000 € ont ainsi été accordés à l'association pour permettre aux victimes de bénéficier d'une écoute et d'une attention plus adaptée. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Je remercie la femme qui est l'avenir de l'homme, surtout quand elle est respectée, choyée, appréciée et pratiquement, peut-on le dire, j'ose le dire, aimée. La femme est l'avenir de l'homme, surtout si elle est respectée. Voici les mots prononcés par le sous-préfet Guy Fitzer en charge de la cohésion sociale. L'ouverture officielle de ce point d'accueil de jour dédié spécifiquement aux femmes victimes de violences conjugales montre l'intérêt que les pouvoirs publics portent dans le cadre de la prévention de la délinquance, puisque la violence faite aux femmes est une sorte de délinquance qui doit être combattue sans relâche. Alors c'est un moment important parce que les pouvoirs publics
souhaite effectivement marquer l'intérêt dans le cadre de la prévention de la délinquance, puisque la violence faite aux femmes est une sorte de délinquance qui est inadmissible à l'heure actuelle et qui l'a toujours été d'ailleurs. L'idée de la préfecture, c'est de financer ces opérations et ces projets, soit par le biais de la politique de la ville, soit par le biais de la délégation aux droits des femmes, pour combattre tous les sexismes et pour combattre toutes les violences qui sont faites aux femmes au sein des familles. Souvent, la femme n'en parle pas. Elle est souvent muette face à ces difficultés. Et l'important, c'est qu'on trouve effectivement ce type de lieu d'accueil. C'est honoré et fier que le conseiller départemental Issa Abdou, 4e vice-président en charge du social, participe à cette inauguration d'un lieu qui permettra aux femmes de se confier en toute intimité. Un moment qui marque un tournant social en matière de droits de la femme. Et au-delà de l'accompagnement financier du département, c'est le fait de contribuer au combat du droit à l'égalité de la femme dans notre société qui semble être primordial. Le département, et c'est tant mieux, a toujours adhéré à cette cause, a toujours cru à cette cause et malheureusement, si on est obligé aujourd'hui encore de soutenir ça, c'est parce que le phénomène est très présent. Je le dis malheureusement parce que en 2015, il devait, lorsqu'on parle d'égalité réelle, lorsqu'on parle des droits de la femme, eh bien, il devait y avoir des progrès considérables. Il faut constater, hélas, qu'il y a beaucoup de chemins à parcourir, il y a beaucoup de choses, des lignes à faire bouger pour que cette égalité soit effective. Les locaux comptent un bureau de psychologue, un autre pour une conseillère conjugale. Une autre pièce est aménagée pour accueillir les enfants. Les administrés peuvent trouver en cet accueil de jour un lieu au calme pour se poser et rencontrer d'autres femmes victimes de violences, échanger. Et malgré le travail des associations comme l'ACFAV, le nombre de femmes victimes de violences conjugales ne diminue pas. Et la prise en charge de ces personnes est d'autant plus difficile puisque dans 80% des cas, les femmes retournent avec leurs compagnons violents. Pour vous dire simplement, pour vous donner un chiffre, un pourcentage, 80% des femmes victimes de violences ici conçues l'ACFAV, ils retournent avec leur conjoint, qu'ils ont déposé plainte ou pas. Donc ça, c'est l'accueil du jour va consister à faire un accueil, un lieu de convivialité, un lieu d'échange, mais ça permet de rencontrer des spécialistes plus longtemps que l'accueil spécifique qu'on fait à l'ACFAV. Donc c'est la différence. Donc ça va, on va l'accueillir 1 heure, 2 heures, 3 heures ou une matinée. Donc ça va leur permettre d'avoir un lieu où ça va il pourra se reposer, il pourra se laver, il pourra rencontrer d'autres femmes qui sont victimes de violences. Le cadre idéal sécurisant que recherchait l'association pour la condition féminine et aide aux victimes est semble-t-il respecté. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Ainsi, le temps est enfin venu de faire de ce 21e siècle l'époque des changements majeurs dans la condition des femmes à Mayotte, mais aussi dans le monde entier. Alors Pierre, on l'a vu, c'est dans le reportage, c'est les tout premiers locaux de ce type. En quoi ça constitue une avancée ici à Mayotte ? Écoutez, c'est un combat très important qui, voilà, ça marque une étape aussi dans ce combat. Les violences faites aux femmes. Alors il y a plusieurs types de violences. Il y a aussi la violence morale. On en parle peut-être moins, mais elle est aussi très importante. Voilà, les insultes des femmes qui au quotidien sont maltraitées, alors pas forcément violentées ou voilà, mais qui sont en tout cas maltraitées. Il y a un chiffre qui est quand même très révélateur, et qui montre la peur aussi de la plupart de ces femmes, c'est que 80% d'entre elles retournent avec leur conjoint, voilà, ou avec leur concubin, avec leur mari, retournent auprès, voilà, de cette personne. Alors par peur, par aussi le jugement, il y a cette question aussi de, voilà, on ne peut pas forcément quitter son mari. Aussi. Tout à fait, une dépendance aussi. Donc ces premiers locaux qui vont pouvoir accueillir, ces femmes vont pouvoir échanger, vont avoir une structure d'accueil, voilà, qui va les guider, qui va les aider à justement ne pas retourner avec ces maris violents. Donc voilà, c'est très très important. On voit aussi l'engagement de la préfecture, du conseil départemental, c'est-à-dire que les institutions prennent le problème très à cœur et souhaitent, voilà, par le biais de ces locaux, il y a eu des subventions qui ont été données pour qu'on lutte vraiment contre ce fléau qui est très présent à Mayotte. C'est aussi ça qui est révélateur de cette inauguration et voilà, du fait qu'il y ait ces nouveaux locaux, c'est que le problème existe à Mayotte.
Alors, le problème existe, mais on sait que c'est tabou. Beaucoup de femmes sont battues ou maltraitées et n'osent pas justement se présenter, n'osent pas aller crier en fait leur douleur. Peut-être que ce lieu va permettre justement un accueil plus apaisé. Tout à fait. Voilà, le fait qu'il y ait une structure comme ça qui puisse les accueillir, j'allais dire presque en toute sécurité et en tout anonymat, voilà, ça va permettre, on sait, la CFAF travaille beaucoup sur cette question-là, c'est-à-dire de faire en sorte que ces femmes libèrent leurs paroles et qu'elles n'aient pas peur d'en parler, qu'elles n'aient pas peur d'être accompagnées aussi, accompagnées par les associations. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que la CFAF qui travaille. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est elle qui est à l'origine de cette structure. Mais voilà, c'est primordial, c'est une question qu'on aborde peu, c'est vrai, dans toutes les problématiques qu'il y a à Mayotte. Les violences faites aux femmes passent presque inaperçues, mais voilà, elles existent et il est très important de lutter contre ça. Et voilà, et c'est un grand pas en avant, ces locaux, et nous allons suivre de très près un peu comment ça se passe, et à savoir est-ce que ce chiffre va diminuer, ces 80% de femmes qui retournent va diminuer. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle le titre principal, l'ouverture ce jour du procès au Roukia, une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur WAM5. La suite des programmes dans quelques instants avec la météo présentée par Ornella Perrine suivra juste après l'invité du temps de parole, Aïnoudine Salim, président du MDM. Il était ce matin au micro de Samuel Baucher. À 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Et enfin, prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.